président de la République plaide pour l'annulation de la dette des pays du G5 Sahel lors du sommet G5 Sahel-Union européenne par visioconférence. Démarrage à partir de la ville d'Alleg de la deuxième phase de la campagne nationale de distribution des moustiquaires imprégnés. Inauguration des deux axes du réseau de fibre optique réalisé dans le cadre du projet d'interconnectivité nationale Warsip Mauritanie. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Comme je l'annonçais dans les titres de ce journal, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel, et ses pairs du Mali, Tchad, du Niger et du Burkina Faso et leurs partenaires européens étaient ce matin en conclave par visioconférence dans le cadre d'un sommet consacré à l'appui de l'Union européenne à l'alliance du G5 et l'annulation de la dette du groupe du G5 Sahel face aux défis représentés essentiellement par les effets négatifs du coronavirus. Le président de la République a salué l'initiative de l'Union européenne qui traduit, a-t-il dit, la vitalité du partenariat exemplaire entre le G5 Sahel et l'Union européenne. Malika Nikli. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel, a co-présidé avec le président du Conseil européen, Charles Michel, une vidéoconférence de haut niveau. La vidéoconférence a connu la participation effective des présidents des pays membres du G5 Sahel. Ont également participé à la réunion Son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence Joseph Borrell, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité, vice-président de la Commission européenne. La visioconférence fait suite à celle du 28 avril 2020 et s'est articulée autour de 3 axes principaux. Le suivi des décisions et engagements pris lors de la conférence d'avril dernier, la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour le Sahel, le nécessaire traitement du problème de la dette. Excellences, Messieurs les chefs d'État du G5 Sahel, Son Excellence Idriss Déby, président de la République du Tchad, Son Excellence Issoufou Mamadou, président de la République du Niger, Excellence Roch Marc Christian Kaboré, président de la République du Burkina Faso, Excellence Bandaou, président de la transition de la République du Mali, Excellence M. Charles Michel, président du Conseil européen, Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Excellence M. Joseph Borrell, haut représentant pour la politique étrangère et de la sécurité de la Commission européenne, Mesdames et Messieurs, au nom de mes pairs, chefs d'État du G5 Sahel, comme à mon nom propre, je tiens à l'entame de mon propos à remercier chaleureusement notre ami Charles Michel, président du Conseil européen, pour avoir pris l'initiative, heureuse bien sûr, de la présente rencontre que nous sommes encore, hélas, contraints de tenir à distance. Je voudrais aussi, au nom de mes pairs et amis du chef d'État du G5 Sahel, souhaiter la cordiale bienvenue au président Bandaou, président de la transition malienne qui participe pour la première fois à nos réunions. Je me dois également de formuler mes chaleureuses félicitations au président Roch Marc Christian Kaboré pour sa réélection à la magistrature suprême de son pays. La présente visioconférence est la preuve renouvelée de la vitalité du dialogue et du partenariat exemplaire qui lie le G5 Sahel à l'Union européenne. L'ONU, l'UA sont des alliés naturels de cette vertueuse dynamique multilatérale. Je salue votre présence et vous en remercie chaleureusement.
Notre rencontre d'aujourd'hui s'articule autour de 3 axes principaux. Le suivi des décisions et engagements pris lors de notre conférence d'avril dernier, la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour le Sahel et le nécessaire traitement du problème de la dette. En effet, le 28 avril dernier, nous avions pris une série de résolutions fortes, fondatrices d'un partenariat stratégique entre le G5 Sahel et l'Union européenne. En décidant d'intensifier nos efforts de lutte contre le terrorisme et en faveur de la sécurité, de la stabilité, du développement, de la gouvernance et de l'état de droit dans la région du Sahel. En matière de lutte contre le terrorisme, la force conjointe est à l'offensive et remporte, avec le concours de nos alliés français de Barkhane et européens de Takuba, des succès importants. Je salue ici l'appui de tous nos partenaires, l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies et les pays voisins du Sahel. Toutefois, pour que cette force conjointe continue sa montée en puissance et renforce son efficacité, il est indispensable de la placer sous le chapitre 7 de la Charte des Nations unies. Monsieur le secrétaire général des Nations unies, nous savons pouvoir compter sur votre plaidoyer au Conseil de sécurité pour expliquer que ce qui se joue au Sahel n'est pas un enjeu strictement local, mais bien une menace à la paix et à la sécurité mondiale. Et partant, il est nécessaire de lui apporter une réponse collective et multidimensionnelle à la mesure de la menace. La mise en œuvre de cette réponse collective n'entamera en rien nos efforts nationaux visant à assurer la défense et la sécurité de nos pays dans le strict respect des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Le Sahel vit depuis plusieurs années une situation difficile où s'accumulent les défis du développement, de la sécurité et de la stabilité. La pandémie du Covid-19 est venue s'ajouter à ce tableau déjà sombre et préoccupant. En effet, elle a agi comme un redoutable et imprévisible amplificateur des mauvaises tendances. Ses conséquences économiques et sociales se sont révélées bien plus dramatiques que ses implications sanitaires tragiques. Il est vrai que notre forte détermination à faire face à la menace terroriste se heurte à la modestie de nos moyens et nous confronte chaque jour à des arbitrages déchirants entre les exigences de la sécurité et la nécessité du développement. Nous restons cependant indéfectiblement attachés à la réalisation concomitante de notre sécurité et de notre développement. C'est seulement ainsi que nous pourrons venir à bout des conflits intercommunautaires et de leur exploitation par les groupes armés terroristes. La coalition pour le Sahel, dont nous saluons la mise sur pied, nous sera sans doute d'un inestimable apport dans l'internationalisation de l'effort en faveur du développement et de la sécurité au Sahel. C'est le lieu ici de réitérer nos sincères remerciements à l'Union européenne pour les engagements financiers consentis et le niveau d'écaissement effectué depuis nos assises d'avril 2020. De son côté, le président du Conseil européen, M. Charles Michel, a mis l'accent sur la nouvelle contribution de l'Union européenne pour une valeur de 138 millions d'euros en faveur des pays du G5 Sahel, datant de juillet 2019. Les présidents des pays du G5 Sahel ont exprimé l'importance à mettre en œuvre les projets de développement décidés dans le cadre des programmes prioritaires de cet espace. Ces programmes mettent l'accent sur la sécurité et le développement, condition sine qua non pour assurer la paix et le développement des pays du G5 Sahel. Notre pays a démarré aujourd'hui la deuxième phase de la campagne nationale de distribution des moustiquaires imprégnés.
Le coup d'envoi officiel de cette campagne a été donné à partir d'Alleg par le ministre de la Santé, Nader Mohamed. La distribution se fait selon le procédé porte-à-porte. Bokar Bailaba. En finir définitivement avec le paludisme. Tel est le slogan de cette campagne de masse de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action sociale 2020. Une campagne lancée à partir d'Alleg au Brakna et supervisée par le ministre de la Santé, Mohamed Nezrou Hamed. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le paludisme. À cette occasion, le directeur de la santé publique, Sidi Ould Zahaf, a indiqué dans une allocution marquant le lancement de la campagne que le secteur de la santé a procédé à l'acquisition d'équipements modernes ainsi qu'à la mobilisation des ressources humaines spécialisées. À cela s'ajoute la mise en place d'un cadre réglementaire et procédural approprié. Autre intervention, c'est celle faite par le secrétaire exécutif national de la lutte contre le VIH-Sida, Abdallah Ould Sidi Ali, qui a mis en exergue l'importance de cette campagne. Le représentant du programme des Nations Unies pour le développement, Afa Ibrahim Jidou, s'est félicité de l'association d'IPNUD dans cette campagne de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action sociale. Le maire d'Alleg, Mohamed Ahmed Challah, a remercié les pouvoirs publics pour le choix de la commune d'abriter le lancement de cette campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. Justement, le lancement de cette campagne a été également ponctué par l'organisation d'un sketch pour expliquer le danger que représente le paludisme. Par ailleurs, la délégation a visité le centre hospitalier d'Alleg, où il a été édifié sur le fonctionnement de la structure et ses efforts dans la lutte contre le paludisme. La commission des finances de l'Assemblée nationale continue de passer au peigne fin les budgets des différents départements ministériels pour l'exercice budgétaire 2021. Aujourd'hui, la commission a pris connaissance du budget alloué au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. En présence de son ministre, Mohamed Salem Merzouk a informé la commission sur les différents axes du budget de son département qui s'élève à plus de 4 milliards émerus et ses domaines de dépenses. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et d'éthique, Sidi Salem, a inauguré aujourd'hui 2 des 5 axes du réseau de fibre optique réalisé dans le cadre du projet Interconnectivité nationale, WARCIP, Mauritanie. Ce projet offre un certain nombre d'avantages, parmi lesquels le développement des réseaux de haut débit et la réduction des coûts des services de télécommunications à travers la création d'une liaison nationale haut débit. Abdullah Damaba. Cette cérémonie consacre la mise en service de 2 des 5 tronçons du réseau backbone national des télécommunications. Ainsi, grâce à ce projet de WARCIP, plus de 500 km sur les 1700 km de réseau de fibre optique vont être opérationnels, ce qui contribuera à améliorer la qualité du service de communication à Nouakchott et sur l'axe Alleg, Bogué, Keidi et Selibabi et développer le service mobile dont la 4G. Cette construction intervient dans le cadre du projet WARCIP Mauritanie financé par la Banque mondiale et qui vise à accroître la portée géographique des réseaux à large bande, stimuler leur usage et réduire les coûts des services de communication à travers 1. La mise en place de la connectivité nationale de haut débit avec un accès ouvert pouvant stimuler l'investissement privé. 2. La mise en place d'un cadre juridique adapté à la convergence et au développement de la société de l'information. Et 3. La mise en place d'un environnement propice au développement des services et des applications de l'économie numérique. Aujourd'hui, la principale composante de ce projet, portant sur la construction de 1700 km de fibre optique, est en cours d'achèvement et les tronçons qui la composent seront mis en service progressivement après l'achèvement de leur audit technique prévu avant leur réception et qui vise à valider la qualité des constructions.
La représentante de la Banque mondiale dans notre pays a affirmé que ces tronçons de fibre optique vont réduire la fracture numérique. Elle a par ailleurs déclaré que la Banque mondiale a contribué à hauteur de 30 millions de dollars dans le cadre de la construction de ces infrastructures numériques, la transformation numérique entre autres. Le représentant de l'entreprise de télécom chinoise en charge de l'exécution de ce projet, Li Ji-Otuan, a quant à lui évoqué les différents aspects de ce projet et les interventions de cette entreprise dans le cadre de la mise en service de ces réseaux. Radio Mauritanie Mère a mis au monde aujourd'hui la radio culturelle qui va s'atteler, comme son nom l'indique, à la promotion de la culture en Mauritanie sous toutes ses dimensions. La mise en onde des programmes de cette nouvelle radio a été supervisée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. L'occasion pour le Mrabat Ben Nahi de passer en revue les importantes réalisations enregistrées par le pays, particulièrement dans le domaine de l'information. Mohamed Ratat. La radio Mauritanie étoffe son bouquet avec une radio dédiée à la culture qui émettra sur les fréquences 104.2 et 88.00. L'événement, qui rentre dans le cadre des manifestations marquant la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale, a donné lieu aujourd'hui à Nouakchott à une cérémonie de pose de la première pierre des locaux de la radio culturelle. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. le Mrabat Ould Bonnahi, a déclaré à cette occasion, je cite, « Nous enregistrons au niveau du pôle des médias publics des réalisations concrètes et à vue d'œil, en ce sens que les services de l'AMI ont été améliorés. De nouvelles antennes de la télévision El Mauritania ont été ouvertes à l'intérieur du pays. Et les émissions de radiodiffusion de Radio Mauritanie ont été étendues à des zones qui étaient jusque-là hors du champ de réception dans les milieux ruraux. De même, l'extension du réseau Radio Mauritanie a connu une extension couvrant des zones frontalières, notamment à Basknou et Makama. Cette radio culturelle qui émet sur les fréquences 104.2 et 88.00 est une nouvelle réalisation dont la production servira de support important pour l'opinion nationale grâce aux contributions des experts et aux studios ambulants qui sillonneront le pays, sachant qu'elle émettra 24 heures sur 24. La radio culturelle vient s'ajouter à celles déjà très prisées comme la radio du Coran, la radio estudiantine, la radio de la jeunesse, qui toutes répondent aux attentes du public dans tous ses âges et dans ses différences culturelles. Pour le directeur de Radio Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould Sidi Mohamed, la seule radio qui émet sur deux ondes terrestres, 104.2 et 88.00, est la radio culturelle, tout comme elle émettra sur Arabsat et sur un site internet. Elle sera captée autant en Mauritanie que partout ailleurs dans le monde. C'est dire l'importance qu'accordent les autorités concernées pour développer le secteur du média afin d'incarner l'unité d'un peuple multiculturel et multiethnique, mais aussi la conservation de son patrimoine culturel. Le ministre de la Culture, l'Artisanat et des Relations avec le Parlement était également l'hôte aujourd'hui du 10e congrès ordinaire de l'Union générale des étudiants mauritaniens. Ce congrès, dont les assises se sont achevées ce soir, était destiné à renouveler les instances de l'UGEM et notamment l'élection de son secrétaire général. Une opportunité pour le secrétaire général sortant d'adresser ses remerciements au président de la République pour avoir augmenté de façon conséquente la bourse des étudiants. Retour à Abdullah Damaba. Au profit des étudiants et de la patrie, notre engagement se poursuit. Tel est le thème du 10e congrès général ordinaire de l'Union générale des étudiants mauritaniens. Il s'est tenu en présence des membres de ce regroupement d'étudiants. Ce congrès a aussi enregistré la participation
d'étudiants issus de structures estudiantines qui viennent du Maghreb et du Sénégal. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Lamrabar Oulbonaï, a affirmé prendre part à ce 10e congrès de l'Union générale des étudiants mauritaniens qui constitue, dit-il, une opportunité pour ces derniers afin qu'ils renouvellent leur instance et l'organigramme de cette structure. Il a par ailleurs encouragé les étudiants qui ont pris part à cette cérémonie et a mis en avant sa satisfaction. Le secrétaire général de l'UGM a quant à lui souligné que durant l'année écoulée, ils ont pu ouvrir des représentations au niveau de toutes les institutions et structures d'enseignement supérieur du pays. D'autres intervenants issus du milieu estudiantin qui viennent des pays du Maghreb et du Sénégal se sont aussi exprimés. Ils ont tour à tour fait part de leur satisfaction de prendre part à cet événement. Quant au président de l'Union des étudiants du Maghreb arabe, il a déclaré que l'objectif de cette organisation est de contribuer à la consolidation et construction du Maghreb arabe. Nous restons dans ce volet universitaire pour vous signaler que la faculté des sciences et techniques a célébré hier soir au 25e anniversaire, sous-tendu par une soirée culturelle au cours de laquelle plusieurs intervenants sont revenus sur le passé de cet établissement et le rôle qu'il a joué dans la formation des générations dans le domaine des sciences. Aminata Khan. Un quart de siècle de générosité et de distinction, c'est l'intitulé de la soirée culturelle organisée hier soir à l'occasion du 25e anniversaire de la création de la faculté des sciences et techniques de Nouakchott. Les intervenants ont passé en revue l'histoire de la création de cet établissement universitaire, ses différentes étapes qu'il a traversées et son rôle dans la formation des générations, notamment dans les domaines scientifiques. Le conseiller en charge de la communication au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies, de l'information et de la communication, El Qadi Ould Mohamed Aynina, a salué le rôle distingué joué par le personnel de la faculté, professeurs et travailleurs avec sérieux et discipline, soulignant que la persévérance est la clé de la réussite. Il a ajouté que le passage d'un quart de siècle après l'anniversaire de la création de cette faculté arrive à un moment opportun où le système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique connaît un développement remarquable dans le domaine de l'organisation et de la gouvernance. Le vice-président chargé des affaires académiques, tout comme le doyen, respectivement Mokhtar Val, Ould Mohamed et Ould Mohamed Sidia, ont salué les efforts distingués déployés par le personnel travailleur et professeur pour que cette institution scientifique puisse jouer pleinement son rôle. Ils ont indiqué que la faculté a formé des générations de scientifiques qui ont joué un rôle important dans la construction du pays en passant en revue les domaines d'enseignement considérés comme essentiels pour contribuer à la mise en œuvre et à la mise à disposition des compétences scientifiques requises. À noter qu'au cours de la session, un groupe de professeurs et de doyens et de cadres de cette institution scientifique a été honoré en reconnaissance du rôle distingué qu'ils ont joué pour l'accomplissement de la mission dévolue à la faculté des sciences. Je vous parlais au début de ce journal du partenariat G5 Sahel-Union européenne. Le groupe est également lié par une coopération avec la CEDEAO et l'OIF. Le G5 Sahel et la CEDEAO détiennent un réseau des centres d'études stratégiques qui a pour objectif d'aplanir les obstacles sécuritaires et de développement auxquels font face les 5 États du G5 Sahel. Ce matin, le réseau réuni dans le cadre de son 3e séminaire s'est penché sur le programme de ses activités pour l'année 2021. Élaborer des études stratégiques dans l'espace du G5 Sahel et de la CEDEAO, c'est la quintessence du 3e séminaire du réseau des centres d'études stratégiques communs du G5 Sahel et de la CEDEAO, dans l'objectif de définir un cadre commun unifié pour permettre au G5 de surmonter les problèmes de sécurité et de développement dont il souffre du fait des violences, du terrorisme et des conditions environnementales difficiles. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Mohamed El Mustafa Ould Abdi Ould Jiyid, a indiqué que la rencontre de Nouakchott après celle de Ouagadougou et de Bamako a pour objectif d'élaborer un programme d'activité du réseau pour l'année 2021.
Il a également souligné la place et le rôle fondamental dévolu au Centre d'études stratégiques dans l'espace commun du G5 Sahel et de la CEDEAO, eu égard à l'apport que constitue leur expertise dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Enfin, il s'est félicité de la mise en place du réseau des centres d'études stratégiques dans l'espace commun du G5 Sahel et de la CEDEAO et a exprimé ses remerciements à l'AEF pour son accompagnement technique et financier qui a permis la tenue de toutes ces rencontres. Lui succédant, le secrétaire exécutif du G5 Sahel s'est exprimé, il a déclaré en substance. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la cérémonie d'ouverture du séminaire des centres d'études stratégiques de l'espace du G5 Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, troisième du genre, après ceux de Bamako d'octobre 2017 et de Ouagadougou du mois de juin de l'année dernière. Le séminaire de Bamako a permis d'évaluer les besoins des centres d'analyse stratégique, de nouer les contacts et de créer les conditions d'un dialogue constructif entre les 10 centres sur les sujets d'intérêt commun. Celui de Ouagadougou, en approfondissant les échanges, a permis de progresser vers l'objectif recherché, à savoir la consolidation des centres d'études nationaux afin d'assurer la mise en place d'outils de réflexion à vocation opérationnelle et d'aide à la décision. Le challenge est ici d'assurer la pérennité des centres nationaux par la professionnalisation des acteurs impliqués dans la production des connaissances, la mobilisation d'une expertise de haut niveau et l'utilisation d'outils d'analyse préventive et d'alerte précoce appropriés. À noter que le partenariat G5 Sahel-CEDEAO se veut un partenariat fécond entre ces deux institutions pour renforcer les relations au fil du temps. Le G5 Sahel nourrit également l'ambition de détenir un chemin de fer dénommé le Transsahalien qui va contribuer à booster les économies des pays du Sahel et à attirer davantage d'investisseurs. Le projet a déjà fait l'objet d'un rapport intermédiaire qui a été soumis aujourd'hui à la validation d'un atelier chargé d'étudier la faisabilité de la création du Transsahalien. Bokar Baylaba. Les pays du Sahel nourrissent un grand rêve, construire un chemin de fer reliant les pays du Sahel dans l'espoir d'attirer des investisseurs et faire progresser le développement économique et social des pays du groupe dénommé le Transsahélien. D'ailleurs, c'est tout le sens des travaux de cet atelier de validation du rapport intermédiaire. L'objectif est bien entendu d'étudier la faisabilité du projet. Pour le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Saad Ould Sidi Mohamed, la réalisation d'un chemin de fer pour les 5 pays du Sahel représente une mise en œuvre des importantes décisions prises par les chefs d'État du Sahel lors du premier sommet de N'Djamena au Tchad en 2015. Cet important projet ferroviaire du G5 Sahel devant relier la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, que je rappelle ici, émane des décisions de grande importance prises par nos chefs d'État lors du premier sommet de N'Djamena au Tchad en novembre 2015, un sommet où les chefs d'État du G5 Sahel ont convenu d'accorder la première priorité à la solidarité régionale à travers le choix de projets intégrateurs à caractère régional en vue de bâtir ensemble un espace économiquement intégré, socialement prospère et culturellement riche. Pour le G5 Sahel, ce projet représente le début d'une étape importante qui nécessite des efforts concertés. Je voudrais à l'entame de mon propos rendre un vibrant hommage aux hautes autorités de la République islamique de Mauritanie pour l'impulsion et le dynamisme imprimés dans la feuille de route de la présidence en exercice qui nous permettent d'engranger des avancées majeures dans la marche en avant de notre organisation commune. Aussi, je voudrais dire à quel point nous sommes ravis de pouvoir tenir cet atelier qui, pour nous, constitue le couronnement d'une étape et le début d'une autre encore plus importante, à savoir la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre de ce qui constitue l'un des plus importants projets en matière de développement que le G5 Sahel porte. Pour rappel, la Mauritanie assure actuellement la présidence tournante du G5 Sahel.
La capitale de l'Algérie continue de vivre au rythme des festivités de l'indépendance nationale à travers les inaugurations de certains nombres d'édifices publics. Mohamed Khattab nous en dit plus. Dans le cadre des manifestations marquant la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale, plusieurs inaugurations de bâtiments administratifs achevés ou en cours d'exécution dans la capitale de l'Inchiri, Agjoust, ont été faites par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. C'est le secrétaire général du ministère, M. Ahmed Ould Daddahi, qui s'en est allé superviser ces différentes activités inaugurales à Agjoust, où il a tiré le rideau des plaques commémoratives de ces réalisations et s'est enquis de l'avancement des travaux au niveau de certains chantiers. Ainsi, il a inauguré la préfecture qui s'est dotée de locaux et d'une résidence pour le Hakam flambant neuf, ainsi qu'un logement pour le représentant régional du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. La visite du secrétaire général a englobé des locaux administratifs datant des années 1930 qui ont été rénovés pour servir de domicile à des fonctionnaires. Le secrétaire général du ministère de l'Habitat a également procédé à l'inauguration de l'école Kedia, pour laquelle les populations ont exprimé leur gratitude, leurs enfants ayant longuement attendu sa construction. Ahmed Ould Daddahi s'est aussi rendu sur les lieux des travaux de construction du nouvel abattoir et s'est enquis de l'état d'avancement des rénovations d'un bâtiment devant servir de siège provisoire du conseil de siège provisoire au conseil régional, avant de clôturer sa visite par un détour au chantier du futur siège de ce conseil régional de la wilaya de l'Inchiri. Retour à Nouakchott pour parler de cette formation organisée à l'intention de 30 chauffeurs sur le thème de la sécurité routière. L'atelier organisé par le ministère de l'Équipement et des Transports, avec la collaboration des organisateurs de la campagne Ensemble pour limiter les accidents de la circulation, vise à doter les participants de connaissances et de compétences destinées à leur inculquer un comportement responsable au moment de la conduite. Abdelrahman Hamadan. Les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé montrent que le nombre de décès dus à des accidents de la circulation continue d'augmenter régulièrement, atteignant 1,5 million pour l'année 2016 et le nombre de blessés dépasse les 25 millions à l'échelle mondiale. Conscient de cette réalité, le département de l'équipement et des transports a mis en place un nombre de mesures pour limiter les accidents et assurer la sécurité routière. Dans ce cadre, s'inscrit l'organisation de cet atelier de formation sur la sécurité routière au profit de 30 chauffeurs. Supervisant les travaux de cette formation, le conseiller technique du ministère de l'Équipement et des Transports, Mohamed Lamine Abdallahi, a indiqué que la sécurité routière occupe une place particulière dans les programmes et stratégies du gouvernement. Cela s'est traduit, a ajouté le conseiller technique, par l'annonce par le gouvernement d'une stratégie nationale de la sécurité routière lancée effectivement fin décembre 2019 en coordination avec les différents départements ministériels concernés. De son côté, le président de l'ONG Ensemble pour limiter les accidents de la route, Mohamed Amin Ould, a passé en revue la coopération entre son ONG et le département de l'équipement et des transports dans le domaine de la sensibilisation sur la gravité des accidents de la route. Le programme de la formation comporte des exposés portant dans leur ensemble sur la nécessité de respecter le code de la route pour limiter les accidents de la circulation. Je vous laisse à présent prendre connaissance de l'évolution de la pandémie Covid-19 en Mauritanie à travers le dernier bilan en termes de nouveaux cas de guérison et éventuellement de décès. C'est dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé. Mesdames et messieurs, on présente la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures qui s'est caractérisée par l'enregistrement de 54 nouveaux cas positifs Covid, dont 19 cas contacts, 35 cas communautaires et 0 cas importés. Nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 15 nouvelles guérisons et malheureusement nous avons enregistré 2 décès.
Le cumul des cas positifs est de 8601 depuis le début de la pandémie, dont 7692 cas parmi les contacts et 726 cas communautaires, 183 cas importés. Le cumul de guérison depuis le début de la pandémie est de 7732 et malheureusement le cumul de décès a atteint les 177. Nous avons aujourd'hui 692 cas actifs, dont 638 cas asymptomatiques, 45 avec une symptomatologie légère et 9 cas critiques. Pour la distribution des nouveaux cas selon les Mougata, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures un nouveau cas à Guérou, 2 à Nouadhibou, 3 à Oksar, 2 à Safra, 17 à Tefrakzina, 3 à Darnaïm, 8 à Tayart, 5 à Toujounine, 8 à Arafat, 2 à Almina et 3 nouveaux cas à Riyad. Nous avons réalisé durant les dernières 24 heures 375 tests, dont 352 tests de diagnostic et 23 tests de suivi, distribués sur 202 tests rapides et 150 PCR. La distribution des tests par wilaya. Nous avons réalisé 5 tests à Hod Sharqi, 12 à Hod Gharbi, 19 à Saba, 0 à Gorgol, 0 pour le Brakna, 5 au Trarza, 1 à Ladrar, 20 à Dakhlet Nouadhibou, 0 au Tagan, 4 à Guidimaka, 4 à Tir Zamour, 0 à Inchiri et pour Nouakchott, 237 tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures, 28 à Nouakchott Nord et 40 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests effectués depuis le début de la pandémie est de 104 129 tests, dont 87 802 tests de diagnostic et 16 227 tests de suivi. Distribués sur 77 121 TDR et 10 781 PCR. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Le président de la République plaide pour l'annulation de la dette des pays du G5 Sahel lors du sommet G5 Union européenne par visioconférence. Démarrage à partir de la ville d'Alleg de la deuxième phase de la campagne nationale de distribution des moustiquaires imprégnés. Inauguration de 2 axes du réseau de fibre optique réalisé dans le cadre du projet d'interconnectivité nationale Warsip Mauritanie. Voilà, merci de votre attention encore une fois. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Bonsoir.